Bonsoir et bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 2 décembre. Voici les titres. Un centre d'essai du véhicule propre, la société FEV basée à Trappes, y teste les prototypes de batteries et de moteurs électriques, hybrides ou à hydrogène avant leur mise en production. Elle ouvrait ses portes ce jeudi à l'occasion de la semaine de l'industrie. De la production vers le reconditionnement de véhicules d'occasion. Depuis septembre, l'usine Renault de Flins-sur-Seine a entamé sa mue, un projet baptisé Refactory. Les dirigeants du groupe aux Losanges sont venus inaugurer cette semaine les premières avancées du dossier et visite du site dans cette édition. Et puis cette table ronde organisée hier au Vésinet consacrée à Joséphine Baker, un hommage au lendemain de sa panthéonisation, au programme découverte des livres autour de ses 1000 vies en présence de l'un de ses fils adoptifs. On parlera également tout à l'heure de ce rapport révélé par le collectif Handicap 78 qui fait état de dysfonctionnement en matière d'accueil et aussi de respect des droits des personnes handicapées dans le département, qu'elles soient enfants ou adultes, on en parle tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, on connaît les finalistes du congrès Les Républicains. Valérie Pécresse et Éric Ciotti s'affronteront au second tour de cette primaire interne pour déterminer le candidat du parti pour les élections présidentielles. Le député des Alpes-Maritimes en tête recueille 25,59% des voix. La présidente de la région Île-de-France, élue dans les Yvelines, obtient elle 25%. Scrutin très serré. Suivent dans l'ordre derrière Michel Barnier, 23,93%, Xavier Bertrand, 22,36% et Philippe Juvin, 3,13%. Tous ont appelé à voter pour Valérie Pécresse au second tour. Sur le premier tour réservé aux seuls adhérents du parti, plus de 110 000 votants ont été comptabilisés, soit un taux de participation de 80,89%. Les 140 000 adhérents sont appelés à voter pour le second tour entre vendredi 8h et samedi 14h. Le résultat sera annoncé dans la foulée. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, FEV basée à Trappes ouvrait ses portes pour une visite de ses locaux spécialisés dans les moteurs électriques. Ce centre d'essai teste les prototypes de batteries avant la mise en production, les moteurs également de ces véhicules propres. Le résultat est le reportage de Bichente Mérien-Santisteban. L'antenne FEV de Trappes, c'est avec celle de Rouen, l'un des deux centres d'essai français de l'entreprise FEV. Autrefois testeur de moteurs thermiques, elle s'est convertie récemment vers l'électrique. En 2011, on a eu un premier centre d'essai batterie, mais limité en taille, typiquement pour aider Renault à développer la Zoé. Et puis ça s'est accéléré il y a 3 ans. En 2018, on a eu des demandes de partout. Et puis on est passé d'une activité thermique pure et un peu de batterie à une activité 100% électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui, les techniciens et ingénieurs travaillent essentiellement sur les batteries et moteurs de leurs partenaires avant la production. Il y a des tests très rapides, en général ce qu'on appelle les tests de performance, où on vient tester les performances soit d'une batterie, soit d'un moteur électrique. Et puis il y a des tests beaucoup plus longs, des tests d'endurance. Sur du moteur électrique c'est facile, l'endurance d'un moteur électrique c'est du vieillissement et clairement un moteur électrique posé à l'arrêt en attente, il ne vieillit pas. De plus en plus, la question se pose du futur de l'électrique. Pour Alfred Arpin, il est compliqué d'évaluer avec précision sa part dans l'industrie automobile de l'avenir. Il y a à la fois d'un côté les décisions politiques qui font qu'on va dans un sens et il y a le rationnel technique qui fait qu'on peut aller dans un autre sens. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à bien échanger entre nous tous pour converger. Pour étudier les technologies embarquées, FEV possède également à Trappes un service mobilités intelligentes. Entre connectivité, assistance, conduite, système de recharge, il travaille sur ces nouvelles technologies. L'idée est d'aller de plus en plus loin dans ces différentes fonctions. Le problème étant bien sûr le coût embarqué de tous ces systèmes qui nécessitent d'être validés, d'être sûrs. FEV étudie aussi la question de l'adaptabilité du véhicule. Il sera probablement question dans le futur d'acheter une voiture dont le moteur est adapté selon son usage, quotidien ou ponctuel, pour des courtes ou longues distances. Toujours en matière d'industrie, cette semaine, les dirigeants de Renault Group sont venus inaugurer les premières avancées du projet de la Refactory à l'usine de Flins-sur-Seine. L'activité de reconditionnement des véhicules d'occasion est opérationnelle depuis septembre dernier. Découverte avec Nicolas Dandry, Patrick Jacques de Dixmude et Maxime Lay. Il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Là, vous avez, et je le dis franchement, cette usine sera un jour la première usine d'économie circulaire dans l'automobile. C'est la grande ambition des dirigeants de Renault Group autour de la Refactory, le basculement de l'usine de Flins-sur-Seine vers un site d'économie circulaire d'automobile. Le premier pôle de ce projet est déjà concrétisé avec la Factory VO, un service de reconditionnement de véhicules d'occasion destiné aux concessionnaires.
On a pour ça une application qui est reliée au tout le système d'information de la factory. Donc il nous affecte la rénovation de la véhicule en quelques clics. Il choisit le niveau de prestation qu'il veut pour son véhicule. Le lead time complet là, pour ce process aujourd'hui dans la région parisienne, c'est à peu près 21 jours. Là, nous, on vise 10 jours de bout à bout et entre l'entrée du process et la photo, ce qui est le moment de la mise en vente, c'est plutôt 8 jours. Dès l'arrivée de la voiture sur site, le process de rénovation commence par une série de diagnostics sur l'état du véhicule. On regarde s'il n'y a pas des anomalies ou des câbles qui sont débranchés ou toute autre détérioration en fin de compte. Et si c'est détérioré, on envoie ça pour la mécanique pour faire réparer et remettre le véhicule en état. Vient ensuite la partie concrète du reconditionnement. Sur 4 lignes, le site est organisé comme une usine de montage avec les différentes étapes. À partir du diagnostic, les réparations sont réalisées. Si vous voyez là le matricule de la voiture qui vient de rentrer, je crois que c'est celle-là, il y a le filtrage, filtre à air, il y a le liquide de frein, il y a tout ce qu'il y a à faire. Il faut qu'il suive tout ça et après il coche tout ce qu'il a fait. Pour vraiment la voiture, il est suivi de A à Z jusqu'à qu'il sort dehors, tout ce qu'il y a à faire. Et même il y a les commentaires, si on voit quelque chose, on passe commentaire pour l'autre collègue qui va prendre la suite. La suite, c'est la carrosserie, la peinture, les contrôles qualité et technique avant un essai routier. Des photographies sont réalisées et envoyées au concessionnaire pour la vente du véhicule. 1500 véhicules ont déjà été reconditionnés depuis le mois de septembre. L'objectif est fixé à 45 000 véhicules par an. Ici, on est en train de développer un projet assez innovant, assez unique et qui nous permettra de donner une nouvelle vie à cette usine glorieuse auquel on tient beaucoup. Et aussi, ça nous permettra de comprendre s'il y a vraiment du business dans l'économie circulaire. 700 collaborateurs travaillent déjà pour la Refactory. L'arrêt de la production automobile est prévu à la mi-2024. À l'horizon 2030, 3000 personnes travailleront sur le nouveau site de Flins-sur-Seine. La cybersécurité, un secteur en plein développement et qui a besoin de talent. Ce samedi, l'école européenne de cybersécurité de Versailles organise ses portes ouvertes. C'est de 10h à 17h. L'objectif, c'est de faire découvrir sa formation au métier d'opérateur en cybersécurité. Les détails dans cette interview express menée par Nicolas Dandry. L'école européenne de cybersécurité de Versailles, c'est une formation qui a comme objectif de former des opérateurs en cybersécurité. On peut prendre des gens qui n'ont pas du tout de passé informatique, qui sont des débutants complets, et en 2 ans de scolarité, on les amène à un diplôme officiel d'État, qu'on appelle un titre RNCP, d'opérateur en cybersécurité. L'objectif de l'ECS de Versailles, c'est de former ces gens-là. Et les gens qui vont passer dans notre école vont rentrer donc dans cette chaîne, et de manière certaine, on peut affirmer que les gens qui passeront dans l'école ne seront plus jamais au chômage. Après, pourquoi il y a une telle urgence ? Parce qu'en fait, c'est ça la guerre de demain. Ce n'est pas forcément une guerre 100% militaire comme on peut la voir dans nos livres d'histoire. C'est une guerre qui ne se voit pas, qui est une guerre numérique. L'idée, ça va être de présenter à des jeunes un parcours dans le domaine de la cybersécurité, ce qu'on appelle le cybercombattant. On va leur montrer un film qui n'a pas été montré au grand public, qui est en fait un film d'animation sur une opération spéciale qui concerne justement un pirate informatique. Et on leur présente, puisque c'est un parcours complet, 2 employeurs possibles, c'est-à-dire le commandement de la cybersécurité de la Gendarmerie nationale qui sera présente et le commandement de la cyberdéfense de l'état-major des armées. Témoigner, mais aussi alerter sur les dysfonctionnements rencontrés par les familles d'enfants et les adultes en situation de handicap dans les Yvelines. Le collectif Handicap 78 dévoilait ce matin les enseignements de son rapport sur la situation dans le département. C'était à Versailles, à la permanence du député Didier Bécher, qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Député de la première circonscription des Yvelines. Et Emmanuel du collectif Handicap 78 est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous déjà, Emmanuel, ce travail collaboratif qui a été mené. Votre collectif, je le précise, a été créé il y a quelques mois. Il est composé de 44 parents et usagers. Combien de personnes ont été interrogées pour ce travail et qu'avez-vous demandé à ces personnes ? Alors en fait, nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait beaucoup de remontées de dysfonctionnements individuels, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de bouche à oreille. Donc nous nous sommes formés en collectif et nous avons créé des sondages en fait sur la partie Pôle Enfance NDPH
pour comprendre de manière détaillée les problématiques, ainsi que sur celui du pôle adulte qui est toujours en cours, et également sur l'école inclusive. Et donc on précise juste MDPH, c'est Maison départementale pour les personnes handicapées. Alors justement, ce travail collaboratif, qu'en est-il ressorti? Qu'est-ce que vous avez constaté au travers de ce travail? Alors, que ce soit pour l'école inclusive ou pour la MDPH, nous avons constaté qu'il y avait un manque de respect de certains droits et également pour un manque de sécurité et de précarité vis-à-vis des familles et des personnes en situation de handicap. Donc de vrais dysfonctionnements qui ont été constatés, c'est bien ça? Oui, de vrais dysfonctionnements et qui sont très récurrents, effectivement. Didier Bécher, votre vision justement sur ces constatations, de constater qu'au sein de ce département des Yvelines, il y a justement des dysfonctionnements en matière d'accueil, en matière de respect des droits des personnes en situation de handicap. Quelle est votre réaction suite à ce constat? Moi, je dois dire que j'ai été très frappé quand le collectif a pris contact avec moi il y a plusieurs mois. On a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises et j'ai dû rencontrer à peu près une trentaine de familles à travers ces réunions et j'ai été très frappé en fait que chaque famille racontait la même histoire, les mêmes difficultés, même si le handicap était différent, la même solitude face à l'ampleur des démarches administratives et la solitude vis-à-vis du parcours à accomplir qui n'est pas connu et qui n'est pas accompagné. Donc une vraie lacune en termes d'accompagnement. Ce qui est d'autant plus frappant que la problématique du handicap n'est pas forcément liée à une problématique de moyens ou d'argent. Je voudrais rappeler rapidement que l'État, le budget de l'État, c'est 51 milliards chaque année, donc plus de 2% du PIB qui est consacré à la politique de handicap. Et encore cette année, moi je suis membre de la Commission des affaires sociales, nous avons voté une augmentation de 600 millions d'euros du budget pour le handicap, particulièrement d'ailleurs pour revaloriser les salaires des accompagnants qui travaillent dans le domaine du handicap. Donc je pense qu'il y a une vraie... moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail de ce collectif, déjà, c'est de se rassembler, de se mettre en collectif pour éviter que chaque famille soit seule face à l'éducation nationale ou seule vis-à-vis en face du département et puisse faire bénéficier les uns et les autres de leur expérience, d'une meilleure compréhension des étapes qu'il y avait à parcourir et puis essayer de nouer un dialogue. Moi, j'ai compris qu'il y avait une volonté de co-construction très forte et de nouer un dialogue avec l'éducation nationale et avec le département pour que clairement les choses changent. J'ai entendu une volonté de faire changer les choses dans le sens positif et être un interlocuteur de poids vis-à-vis de ces deux institutions. Emmanuel, Didier Bécher dit que ce n'est pas forcément une question de moyens. Justement, quels sont les axes d'amélioration que vous avez identifiés, des pistes concrètes qui pourraient améliorer les choses déjà dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment déjà d'avoir un échange riche avec que ce soit le département pour la MDPH ou la DSDEN, pour qu'on puisse mettre en place des actions en intelligence collective. C'est-à-dire, par exemple, avoir un partenariat avec les associations qui ont développé une expertise dans le recrutement et la formation des accompagnants, puisque actuellement, il y a un manque cruel de recrutement des AESH, donc c'est peut-être pas forcément un manque de moyens, ça peut être aussi parce que est-ce que la personne se sent réellement formée, est-ce qu'ils ont besoin d'être outillés, voilà, on peut proposer des solutions adéquates. Ça peut être aussi, il y a plus de 80 personnes qui ont été sondées pour la MDPH rien que sur le pôle enfance, 80% ne sont pas satisfaites sur 77 personnes, ce qui est quand même représentatif et les difficultés sont généralisées. C'est-à-dire de ne pas avoir accès, par exemple, à ces droits, comme d'avoir un PPC, c'est-à-dire un plan personnalisé de compensation, un PPS pour les enfants, c'est-à-dire un projet personnalisé de scolarisation, qui sont obligatoires aussi par la loi. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on propose également, c'est pouvoir être présent en CDAPH, donc en commission, pour représenter les usagers et dont ceux qui ont un suivi en libéral, c'est-à-dire pas en CMP ou en institution, mais qui ont pris du libéral à côté. Et très rapidement, pour terminer avec vous, Didier Bécher, Emmanuel parlait peut-être de dialoguer, notamment avec le DSDEN. Donc la DSDEN, c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Vous allez pouvoir peut-être apporter votre aide, faire écho justement auprès de l'inspecteur académique de ces problématiques? Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit dès hier à Marie-Hélène Aubert, donc, qui est la vice-présidente du département en charge des politiques de handicap, et à Luc Pham, donc, qui est le DSDEN pour l'éducation nationale, en leur disant que j'avais rencontré et j'avais travaillé avec ce collectif et que je les soutenais et que je souhaitais les rencontrer pour qu'on puisse mettre sur la table l'ensemble des problèmes, encore une fois, pour co-construire avec eux. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer ou de faire une manifestation, mais il s'agit vraiment de se mettre autour de la table. Et je souhaite accompagner ce collectif dans les réunions que j'espère l'éducation nationale et le département vont s'empresser d'accepter.
Merci d'avoir été avec nous, Didier Bécher, député de la première circonscription des Yvelines, je vais y arriver, et Emmanuel, également membre du collectif Handicap 78. Merci d'être venu livrer les premiers enseignements de ce rapport que vous avez mené sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir en matière d'accueil et en matière aussi de respect des droits de ces personnes handicapées dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans ce journal à présent, le dernier volet de notre dossier consacré à la lutte contre les violences conjugales dans les Yvelines, et comme au niveau national, les faits de violence contre les femmes sont en hausse. Le tribunal judiciaire de Versailles est pleinement engagé sur ce sujet au niveau de la répression et de la prévention. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry. Il y a de plus en plus de signalements, mais on a dans les Yvelines la chance d'avoir une autorité judiciaire qui répond plus vite et plus fermement. Le traitement judiciaire, on n'oublie jamais le principe d'individualisation de l'examen de la situation, au-delà de l'individualisation des peines, et que donc dans toutes les décisions qu'on prenne, elles soient adaptées. En fait, nous pouvons orienter les affaires vers le tribunal, en poursuite, on va dire, traditionnelle, et utiliser aussi tout le domaine très très large des alternatives aux poursuites qui constituent une véritable prise en charge des victimes dans un contexte différent. Les alternatives aux poursuites permettent notamment dans le cadre d'une composition pénale d'accorder à une victime un téléphone grand danger. Le téléphone grand danger est à la main, si je puis dire, du parquet. Et donc dans des cas où il faut agir très rapidement, dans le cas d'une alternative aux poursuites, on peut mettre en place une protection immédiatement. Le bracelet anti-rapprochement est quelque chose qui suppose l'intervention d'un magistrat, puisque c'est une décision qui est très lourde en termes d'atteinte aux libertés. Et donc ça se décale un petit peu dans le temps. On constate dans les faits qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de peines mixtes, c'est-à-dire une partie d'emprisonnement ferme pour les faits les plus graves, avec un suivi derrière, ce qu'on appelle le sursis probatoire. Ce sont des convocations régulières, des obligations à respecter et à justifier, et puis une vision, donc une vigilance particulière pour ces dossiers. On a un travail à faire aussi, nous, en lien avec la justice, c'est de développer tout ce qui permet des stages, tout ce qui va permettre l'hébergement des victimes et des auteurs, séparément bien sûr, pour limiter là aussi la réitération. Après l'intronisation de Joséphine Baker au Panthéon, une table ronde sur l'artiste et résistante était organisée ce mercredi dans une bibliothèque du Vésinet. Au programme, découverte de livres sur sa vie et rencontre avec l'un des 12 enfants de sa tribu Arc-en-Ciel, son fils adoptif, Jean-Claude Bouillon Baker, qu'a rencontré justement Mickaël Elmidoro. 24 heures après son intronisation au Panthéon, le Vésinet rendait une nouvelle fois hommage à sa façon à Joséphine Baker, une personnalité qui a vécu dans la commune de 1929 à 1947. Une table ronde sur les œuvres écrites autour de sa vie était organisée ce mercredi 1er décembre. Jean-Claude Bouillon Baker, le 5e fils adoptif de l'artiste, avait fait le déplacement. Moi j'aime beaucoup cette ville. J'étais venu déjà il y a quelques années faire un débat et je trouve que voilà, il y a une réception, la réceptivité est toujours au rendez-vous, c'est ça qui est bien. L'occasion pour le public de découvrir une bande dessinée sur Joséphine Baker. Ça a été de raconter sous forme de roman graphique la vie de Joséphine Baker, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est un livre qui fait les 500 pages quand même. Donc c'est aujourd'hui l'une des sommes les plus importantes sur la vie de Joséphine Baker. Un rendez-vous à guichet fermé, l'événement a attiré une centaine de personnes, un engouement qui ne surprend pas la commune. Il y a beaucoup d'attractivité quand on parle de Joséphine Baker, je pense pour deux raisons.
La première raison, c'est que d'abord c'est une très grande dame qui a fait beaucoup de choses, la dame aux 1000 vies. Et puis le deuxième point, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a vécu longtemps au Vésinet, donc pendant pratiquement une vingtaine d'années, dans une très belle villa qui est la villa le Beauchêne. Le cycle de rendez-vous sur Joséphine Baker se terminera ce vendredi au Vésinet. Une exposition d'une douzaine de panneaux sur les souvenirs de l'artiste est à découvrir dans le hall de la mairie. Noël approche et les communes lancent peu à peu leurs traditionnelles animations. Les enfants étaient au rendez-vous hier mercredi à Montigny-le-Bretonneux à l'occasion du top départ des illuminations dans la ville. Après un décompte, le maire et le président du conseil municipal des jeunes ont appuyé sur le bouton qui a mis en lumière les décorations. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Céline Charles. C'est l'allumage des illuminations de Noël sur la ville de Montigny. Et donc nous avons souhaité faire ça en présence des enfants et en présence du conseil municipal des jeunes. Et donc Elias, qui est à mes côtés, qui est le président du conseil municipal des jeunes, a appuyé sur le bouton avec moi pour qu'on puisse illuminer toute la ville. Ça annonce aussi ce qui va se passer sur le marché de Noël ce week-end, où nous allons aussi là apporter des nouveautés pour enchanter les petits et les grands. Avant de vous laisser, c'est un grand événement au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Falaise, un spectacle de la compagnie Barreau d'Evel qui sera présenté du 9 au 11 décembre à ce grand théâtre. Danse, clown, chant lyrique et guitare rock, le rendez-vous s'annonce haut en couleur. Ce qu'il faut savoir avec Céline Charles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, place au 7-8 week-end de l'actualité, des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.